Bienvenue dans le podcast du Bartage, le podcast qui souhaite accompagner les aidants qui s'occupent d'un proche de plus de 65 ans. C'est le 5e épisode et nous continuons avec ravissement à vous proposer ce rendez-vous sonore que vous pouvez retrouver maintenant une fois par mois. Plusieurs rubriques vous sont toujours proposées et cette fois-ci, vous allez pouvoir écouter Valérie qui aborde le sujet de l'agressivité chez la personne âgée. Première partie dans cet épisode, la seconde vous sera proposée dans l'épisode numéro 6. Ensuite, Mathilde vous présentera la méthode Montessori auprès des personnes âgées qui souffrent de troubles cognitifs. Elle vous parlera d'applications concrètes et faciles à mettre en place. Quant à Edwige, elle continue de vous informer sur les aménagements possibles pour se faciliter le quotidien et, saison oblige, nous nous retrouverons au jardin. Enfin, pour ce 5e épisode, nous avions envie de vous parler d'une belle expérimentation, le baluchonnage. Mais qu'est-ce donc ? Nous avons eu le plaisir d'interviewer Annie Faderne, la présidente de Génération à domicile, qui pourra vous parler de ce qu'est le baluchonnage. Et peut-être bien que ça vous donnera envie d'y goûter. Mais pour introduire l'épisode, nous partons comme d'habitude retrouver nos hôtes du baromètre, et cette fois-ci, c'est Marianne qui nous envoie toutes ses bonnes pensées. Alors, avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Bonjour à toutes et à tous, Marianne en direct du baromètre. On venait vous faire un petit coucou, prendre un petit peu de vos nouvelles et puis vous en donner, parce que bon, c'est vrai que les nouvelles, les dernières, sont pas terribles, hein. Un petit confinement, mais je pense que c'est quand même pour mieux se retrouver très très vite. Donc surtout, continuez à vous appeler, à prendre des nouvelles les uns des autres. Si vous avez besoin, nous à l'épicerie, on est là, il n'y a aucun souci, vous n'hésitez pas. Pour quoi que ce soit, on peut se déplacer, on peut appeler, on peut se raconter des choses, même si on se voit pas, faut pas hésiter. Le lien social, il est toujours là. Voilà, on n'oublie personne, hein, bien sûr. Donc voilà, essayez de tenir bon encore pendant 4 semaines. Après, le soleil va arriver, les terrasses vont réouvrir et on va pouvoir tous se revoir. Ça sera super sympa avec la fin du printemps et le début de l'été. On devrait être un petit peu plus, on devrait quand même pouvoir dialoguer d'un peu plus près les uns avec les autres et revenir à des choses vraiment sympas. Voilà, donc prenez votre mal en patience, ayez du courage, surtout prenez bien soin de vous tous. Et puis, on se dit à bientôt. Fabienne se joint à moi pour vous faire plein de bisous virtuels du coup. Et à très vite au baromètre pour une session du partage en direct. Bonjour. Pour cet épisode, je souhaite vous parler d'un comportement chez la personne âgée qui désarçonne souvent. On peut se dire que la vieillesse rime souvent avec sagesse, ou du moins la mise à distance de ses démons intérieurs. Mais il n'en est pas toujours ainsi. C'est pourquoi l'agressivité chez vos proches est parfois compliquée à comprendre et à accepter. Mais tout d'abord, je voudrais préciser qu'il faut distinguer, d'une part, l'agressivité qui peut être engendrée par l'avancée en âge et les pertes qui y sont associées, et d'autre part, l'agressivité exprimée par les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées, et que je traiterai dans l'épisode numéro 8. Alors, comment se matérialise cette agressivité ? En vieillissant, certaines personnes ont un caractère qui devient peut-être un peu plus rigide. Moins empathiques, elles deviennent parfois agressives envers les autres, semblent plus aigries, dépressives et peuvent même avoir des accès de violence. Le degré d'agressivité peut varier largement d'une personne à l'autre. Mais pourquoi un tel changement de caractère ? Ce changement de caractère peut être lié à des peurs, comme la peur de l'abandon, la peur de la mort, de la maladie. Vieillir est une crainte pour de nombreuses personnes. En devenant plus agressive, la personne âgée envoie tout simplement un message d'alerte à ses proches ou aux soignants afin de les faire réagir.
Parfois, cette agressivité est liée à de vieilles rancœurs, des histoires de famille passées sous silence qui, à présent, deviennent insupportables. Mais cette agressivité nouvelle peut aussi être liée à un problème de santé. Changement de traitement médicamenteux, maladie chronique engendrant de la fatigue, ou plus grave, développement de la maladie d'Alzheimer, mais nous le verrons dans le prochain épisode. Alors, il arrive qu'un conflit s'installe entre l'aidant, qui se sent victime de harcèlement, et l'aidé. Le premier peut être animé de sentiments troubles, tiraillés entre le ressentiment envers son proche et la culpabilité d'éprouver cette émotion, ou bien encore réagir dans la surenchère, ce qui ne risque pas d'arranger les choses. Alors la tentation est souvent d'envisager ce comportement sous l'angle moral, ce qui risque dans le pire des cas de n'avoir d'autre effet que d'aggraver la situation et dans le meilleur de n'apporter aucune solution. Mais oui, qui n'a jamais eu un mouvement d'humeur face à un appareil qui tombe en panne ou face à quelque chose qui nous met en échec ? L'agressivité que nous exprimons tient à ce que nous nous retrouvons dans une situation d'impuissance. Alors devenir ou être dépendant, n'est-ce pas être confronté à une multitude de petits échecs personnels ? Selon Serge Tribolet, psychiatre et philosophe qui s'est intéressé à ce sujet, l'agressivité est d'abord une attitude générale devant la vie. Elle désigne le dynamisme d'une personne qui s'affirme, qui ne fuit pas les difficultés ni la lutte pour la vie. Elle est un phénomène normal, un élément de défense permanente de l'homme face aux facteurs de stress de son environnement. D'une certaine manière, l'agressivité constitue pour certaines personnes âgées une manière de reprendre une part de contrôle face à une situation de dépendance. C'est également une façon de communiquer, de faire connaître un mal-être lorsqu'on ne sait plus comment l'exprimer. Bon, d'accord. Mais comment réagir face à un proche agressif ? La première chose est certainement faire preuve de patience. Et quand on est aidant, c'est une belle qualité qui est très développée. Donc plutôt que de reprocher à votre proche son attitude agressive, et je sais combien ce n'est pas toujours facile, tentez plutôt d'en comprendre les causes. N'hésitez pas également à tenter de réagir par l'humour, à prendre du recul, si vous le pouvez, et si cela vous semble adapté. Il est certainement intéressant aussi de rechercher si un événement majeur a pu impacter le caractère de votre proche. Par exemple, changement dans l'environnement, retraite, décès d'un proche, d'un ami, d'un animal familier, hospitalisation ou déménagement, conflit familial, bien encore apparition de problèmes somatiques, affections douloureuses, atteintes sensorielles, perte d'autonomie entraînant une atteinte narcissique bien sûr, modification d'un traitement médicamenteux, une possible maltraitance de la personne agressive, ou encore problèmes psychiatriques, dépression, délire, état démentiel. S'il s'agit d'un problème psychologique, essayez de communiquer pour savoir si cela est lié à un phénomène ponctuel ou une peur par exemple. Si votre proche vous semble dépressif, n'hésitez pas à vous tourner vers son médecin traitant qui pourra ensuite le confier à un psychologue. Si en revanche rien n'indique que cette agressivité chez votre proche est liée à un facteur psychologique, le médecin pourra effectuer des tests plus avancés pour déceler une éventuelle maladie. De toute façon, vous aidant, vous développez de formidables capacités d'adaptation et d'ouverture. Échanger avec d'autres aidants ou solliciter des professionnels peut aussi vous permettre d'envisager des solutions qui vous aideront dans votre quotidien ou changeront le regard parfois lourd que vous portez sur votre proche, mais aussi sur vous. N'hésitez jamais à vous faire aider. Je laisse maintenant la parole à Mathilde qui va vous donner des pistes d'activité avec votre proche grâce à la méthode Maria Montessori. Bonjour à tous, moi c'est Mathilde et dans ce 5e podcast, je vais vous parler de la méthode Montessori auprès des personnes âgées avec des troubles cognitifs. Maria Montessori compte parmi les premières pédagogues au sein des sciences de l'éducation.
La méthode Montessori est donc une méthode éducative qui se base sur l'observation et la compréhension de l'enfant. Concernant les personnes âgées, la méthode Montessori est une véritable révolution conceptuelle dans la manière de considérer les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, mais aussi dans la manière de les accompagner. Les troubles cognitifs sont perçus comme un handicap cognitif. Ce n'est donc pas seulement une maladie qu'il faudrait traiter, mais bel et bien des difficultés entraînant un handicap dans la vie quotidienne. L'objectif de la méthode Montessori est d'adapter l'environnement de la personne afin qu'elle puisse continuer à réaliser le plus d'actes possible. Elle s'appuie donc sur la notion de « aide-moi à faire seul » et repose sur 3 valeurs clés, le respect de la personne, sa dignité et l'égalité. Les effets de cette méthode auprès des personnes âgées avec des troubles cognitifs se sont révélés positifs. Elle agit sur les problèmes de comportement, sur les interactions sociales et sur l'autonomie. Je vais vous évoquer les quelques principes de cette méthode et vous donner une idée d'activité en exemple. Premier principe, repenser et adapter l'environnement des personnes âgées pour favoriser leur autonomie. Par exemple, rendre accessible l'ensemble des éléments de sa chambre pour faciliter les actions. Deuxième principe, ne pas imposer, mais plutôt proposer ou inviter la personne à conserver le contrôle de la situation. Troisième principe, agir, en leur montrant ce qu'il faut faire et en les invitant à imiter. L'activité peut être réalisée. Par exemple, lors d'un repas, vous pouvez manger en même temps que la personne. En réalisant le geste lent de porter la fourchette à la bouche, ils pourront reproduire le geste en miroir. Concernant une idée d'activité, les livres Montessori sont accessibles aux personnes âgées avec des troubles cognitifs. Ils ont la particularité de raconter une histoire ou anecdote par page sans lien avec celle de la page précédente, d'être écrits en gros caractères lisibles, d'être composés de phrases courtes, oublions Proust en effet, de proposer des questions, des citations, des poésies ou des chansons afin de créer un échange et une participation. L'objectif de cet atelier est de lire un livre ensemble, puis d'échanger sur les souvenirs et émotions que ça peut faire remonter. Pour cela, vous pouvez vous fournir en livre Montessori, mais aussi en magazine pour découper des images en lien avec l'histoire et favoriser encore plus les échanges. Je vous mets dès à présent quelques exemples de livres Montessori. Vous pouvez avoir La poésie de Marie, écrit par Marie Gros-Renaud, ou encore Confiture qu'elle régale, réalisé par Monika Struńska. Vous pouvez trouver ces livres sur le site internet Montessori Lifestyle. Je vous mettrai les liens sur la page Facebook. Voici maintenant le déroulé de l'atelier. Premièrement, proposez à votre proche de lire ensemble un livre sur la thématique de votre choix et invitez-le à s'asseoir à vos côtés dans un canapé. Demandez-lui s'il souhaite lire la première histoire ou s'il préfère que vous commenciez. Ensuite, laissez-lui la possibilité de vous interrompre pour commenter. Cela n'a pas d'importance. Puis, posez à votre proche les questions proposées dans le livret, souvent disponible avec le livre, et réagissez avec chaleur à ses récits. Échangez avec lui, posez-lui des questions. À la fin de l'histoire, proposez à votre proche de trouver dans les magazines des images, des photos qui pourraient illustrer les différentes histoires du livre. Vous pourrez les coller en face de chacune des histoires sur la page Restez vierge. Vous pouvez également faire cette activité pendant la lecture de l'histoire, si la personne âgée vous coupe. Enfin, soyez toujours à l'écoute de votre proche. N'hésitez pas à interrompre l'atelier à tout moment s'il se fatigue. Vous pourrez éventuellement reprendre la conversation plus tard. Petite astuce. Pendant toute l'activité, n'hésitez pas à donner des objets à manipuler à votre proche. Un morceau de tissu, le livre, un objet. Il faut qu'il n'ait à aucun moment les mains vides. Manipuler apaise et facilite la concentration, disait Maria Montessori. Imprimez le livre en recto seulement, puis agrafez les différentes pages pour en faire un livre.
Préparez 1, 2 ou 3 magazines que vous pourrez découper. Munissez-vous de ciseaux, de colle ou de scotch. Asseyez-vous du côté où la personne âgée est la plus valide. Soyez patient, répétez ce qu'il vous a dit pour montrer que vous l'écoutez activement. Valorisez votre proche en réagissant avec enthousiasme et en affirmant ce qu'il vous raconte est sensé. Je vous dis à bientôt sur le podcast du Bartage. Prenez soin de vous. Le podcast du Bartage, on l'écoute quand on veut, où on veut. Bonjour à tous. Lors du dernier épisode, je vous avais parlé de l'aménagement du domicile. Aujourd'hui, ce sera le jardin. Comment l'aménager ? Les nouveaux seniors sont encore très actifs et dynamiques, souvent passionnés par leur jardin. Mais dès le début de la retraite, il est important de repenser l'espace pour pouvoir en profiter encore longtemps. Tondre, ratisser, semer, arroser les fleurs, voilà des activités qui nécessitent un aménagement spécial passé un certain âge. Le jardinage est un passe-temps passionnant et très prenant. Alors, pour conserver ce loisir, les espaces extérieurs nécessitent des aménagements spéciaux dès la retraite. Mais tout d'abord, je vais vous parler des bienfaits du jardinage. Le jardinage est une activité qui permet d'avoir un moral au top. Le jardin est un endroit calme pour lutter contre la dépression et l'anxiété, surtout pour les personnes âgées. Pratiquer cette activité est également une bonne façon de gérer le stress et de recharger ses batteries. Elle permet de libérer les hormones du bonheur et du bien-être. Une session de jardinage peut brûler jusqu'à 300 calories. Elle permet aussi de s'exposer au soleil et donc d'acquérir de la vitamine D. Cette activité est l'occasion de pratiquer des exercices physiques réguliers. Bref, le jardinage est bon pour la santé. Alors, comment adapter son jardin pour continuer à pratiquer cette activité le plus longtemps possible ? Le jardin facile à vivre pour tous est une grande tendance actuelle et il est encore plus d'actualité pour les seniors. Optez plutôt pour des plantes quasi sans entretien, comme des couvre-sols, des vivaces, des buissons de type hortensia, des petits arbres comme le lilas des Indes. Et faites-vous plaisir avec en plus des plantes en pot et en jardinière ici et là. Enfin, pour éviter d'avoir à porter des arrosoirs lourds, installez un système d'irrigation et d'arrosage facile, par exemple un goutte-à-goutte automatisé ou un tuyau sur chariot dérouleur. L'autre grande tendance ces dernières années, ce sont les carrés potagers, concept aussi appelé potager surélevé à la française. Parfaitement adapté aux seniors, il permet de réduire la surface du potager et de faciliter les récoltes. Ce potager est particulièrement intéressant pour des personnes âgées, obligées de réduire la surface de leur jardin pour l'adapter à leurs possibilités physiques. Ça nous arrivera à tous. Lorsque nous ne serons plus capables de tout entretenir, nous serons alors heureux de pouvoir continuer à vivre notre jardin autrement. Un aménagement qui permet de garder le plaisir du jardinage et récolter des légumes en quantité suffisante et de manière variée. Le désherbage, la pénibilité du travail du sol et les maux de dos en moins. Simple d'installation, il suffit de former le carré avec des planches de bois non traitées assemblées avec des équerres d'angle à même le sol. N'utilisez pas de plastique, sauf si vous l'installez sur une terrasse. Un double fond sera alors nécessaire pour éviter l'écoulement des eaux. Remplissez-le de vraies terres du jardin et non de terreau. Reste ensuite à organiser vos cultures à l'intérieur dans les carrés de 40 cm, dimension qui permet d'optimiser l'espace en ayant de vraies récoltes. Un carré plus petit empêche la bonne pousse des éléments et plus grand, on perd de la place. Dans chaque carré, un légume, une herbe aromatique ou une fleur comestible. Je vais vous parler d'autres contenants en hauteur. Ce sont des jardinières sur pied ou des bacs de jardinage. Ils permettent de pratiquer cette activité en position assise. L'idée étant d'assurer une culture surélevée pour une plus grande facilité de travail à une hauteur adaptée. Ces bacs sont modulables entre eux et faciles à installer. Si vous prévoyez plusieurs carrés potagers ou quelque autre configuration du jardin, pensez aussi aux allées qui séparent les différents espaces. Il faut les prévoir assez larges pour faciliter les va-et-vient, que ce soit à pied, en déambulateur ou même en fauteuil roulant.
Les jardiniers ont aujourd'hui l'embarras du choix en termes d'outillage de jardin, grâce à de larges gammes et grâce à des styles variés. Pour les seniors, on opte évidemment pour un équipement de qualité, léger, ergonomique, voire à manche télescopique quand c'est nécessaire. Au placard, les bêches et autres fourches, lourdes et difficiles à utiliser. Remplacez-les par de petits outils qui vont permettre de passer dans les carrés. L'astuce ? Prévoir un panier à la main contenant 4 à 5 outils à transporter partout. Et il existe même des outils spécialement adaptés aux grands seniors avec brassard, poignée latérale, support d'avant-bras. Pour le travail du sol, pensez à un tabouret agenouilloir. Enfin, il existe également des sécateurs conçus pour réduire l'effort et la fatigue. Il s'agit de savoir profiter des innovations et adapter ces outils à ses possibilités physiques. Pour finir cette rubrique, je vous conseille 2 ouvrages. Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors, pour entretenir un beau jardin avec facilité et en toute sécurité. De Patty Cassidy, édition Delachaux et Niesley. Également, le guide pratique du potager en carré, de Anne-Marie Nagelesen, édition Ulmer. Alors, profitez des beaux jours à venir et jardinez. Cette rubrique est terminée. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à profiter du beau temps et au plaisir de se retrouver pour le prochain épisode. La reconnaissance du rôle d'aidant et de ses besoins commence à émerger. Ce n'est pas encore suffisant, nous le savons bien. Pourtant, il existe des initiatives qui permettent aux aidants de prendre du répit. Annie Faderne vous présente le projet de baluchonnage. Bonjour Annie, qui êtes-vous et qui représentez-vous ? Je suis Annie Faderne, je suis présidente de l'association Génération à domicile, qui est située à Langon. Génération à domicile, c'est une originalité sur le territoire national, on peut le dire comme ça. Puisqu'en fait, c'est 4 structures d'aide et de soins à domicile qui se sont associées, à savoir l'AADP à Langon, Aide et Avenir, la Fédération ADMR de la Gironde, et le service d'aide et de soins à domicile Sud-Gimad. Ces 4 services ont fait le constat de difficultés communes, de problématiques en commun, et ils ont exprimé une volonté d'unir leurs forces pour travailler sur les métiers de l'aide à domicile. Est-ce que vous pouvez définir ces objectifs ? La valorisation de ces métiers, la formation des professionnels et en même temps développer une démarche de qualité au service des bénéficiaires. Donc ça, c'est l'origine de Génération à domicile. L'association a été fondée il y a 3 ans et donc ils m'ont proposé de prendre la présidence il y a 1 an et demi maintenant. Voilà. Pour le baluchonnage, comment cela s'est-il passé ? Comment s'est décidée sa mise en place ? C'est Génération à domicile qui a été saisie pour développer l'expérimentation du baluchonnage. Donc en fait, nous avons été sollicités par le conseil départemental pour répondre à un appel à projet qui avait été développé par la DGSF et le CNSA. Voilà. Et qui est donc de permettre aux aidants de prendre du répit. Alors ce besoin de répit, il existe. Tous les aidants vous le diront, il faut savoir que la France compte 11 millions d'aidants de plus de 18 ans. Et le chiffre qui est absolument alarmant, c'est qu'il faut savoir que sur les personnes de plus de 60 ans, un aidant sur 3 décède avant son aidé. Tellement la situation d'aidante est épuisante et on peut même dire fracassante parfois. Voilà. Donc il y a un besoin de répit des aidants qui existe, mais auquel on ne pouvait pas répondre. Et aujourd'hui, c'est possible ? Qu'est-ce qui a changé ? Donc l'expérimentation nationale a permis d'y répondre par une dérogation du droit du travail qui a été portée par la loi ESSOC et qui permet donc aux personnes dites baluchonneurs ou baluchonneuses de travailler de manière consécutive 24 heures continues. Donc il y a une 50aine de structures sur le territoire français qui ont été sélectionnées. On est une petite poignée, une quinzaine
à être partie avec Baluchon France. Baluchon France, qui est une émanation de Baluchon au Québec, qui ont une expérience de plus de 20 ans dans le domaine. Donc, ils nous accompagnent, ils nous font profiter de leur expertise, de toute leur documentation, et en même temps, on forme les personnels grâce à eux. Et chez nous, en Gironde, comment ça se passe? Donc, sur la Gironde, il y a une originalité sur la Gironde, puisque c'est le seul département où il y a 2 structures qui développent l'expérimentation baluchonnage, à savoir Edomi sur le territoire de la métropole et nous, Génération à domicile, sur le territoire du Sud-Gironde. Donc si je récapitule, le baluchonnage n'est porté que par 2 associations en Gironde et c'est Génération à domicile qui en Sud-Gironde mène l'expérimentation. Alors, concrètement, qu'est-ce que le baluchonnage? Alors, en quoi ça consiste? L'aidant quitte son domicile pour une durée minimale de 3 jours. Parce qu'on estime qu'à moins de 3 jours, il n'y a pas de répit. Ça, c'est le concept baluchonnage. Et là, c'est un minimum de 3 jours. Et la baluchonneuse, ou le baluchonneur d'ailleurs, le professionnel, vient s'installer à domicile et remplace l'aidant en totalité. Dans tous les actes de la vie quotidienne. Tout ce qui est mis en place pour l'aider dans la journée demeure. S'il y a un service de soins infirmier à domicile qui passe, il continuera à passer. Si l'infirmier vient tous les jours, il continuera à venir. S'il y a des séances de kinésithérapie, il y aura toujours des séances de kinésithérapie. Tout ça, ça continue. La baluchonneuse ne remplaçant que l'aidant. Et l'aidant, donc, s'en va. Et un minimum de 3 jours, un maximum par baluchonneuse de 6 jours. Elles ne peuvent pas travailler plus de 6 jours. On fait du H24. Donc, elles dorment. Il faut donc que les aidants s'engagent, 1, à héberger la baluchonneuse, 2, dans des conditions correctes, et 2, qui lui permettent aussi de se restaurer chez eux. Enfin, elle vit, en fait, chez eux, le temps du baluchonnage, auprès de l'aidé. En amont, je suppose qu'il y a toute une préparation. Donc, il y a un premier contact téléphonique, il y a un rendez-vous qui est pris pour une visite d'évaluation. Une visite très complète, on visite le domicile, on voit les conditions dans lesquelles vit l'aidé, l'aidant, dans quelles conditions sera accueillie la baluchonneuse, quelles sont les difficultés de santé, les difficultés de prise en charge, les habitudes de vie, enfin bon, c'est assez affiné de façon à ce que tout le monde, la baluchonneuse, quand elle arrive, elle soit pas désarçonnée par la personne qu'elle a en face, on lui présente bien. Donc ça, c'est un entretien qui dure à peu près, il faut compter 2 heures, au domicile de l'aidant et donc de l'aidé. Puis nous avons mis en place, avant le baluchonnage, ce qu'on en a appelé une visite de courtoisie. Donc j'accompagne la baluchonneuse chez l'aidant et on fait connaissance. Elle fait connaissance avec la maison, avec l'aidé, avec l'aidant, avec les gens qui sont là autour. Ça dure une petite demi-heure, 3/4 d'heure au maximum. Mais voilà, ça permet de prendre connaissance et de rassurer tout le monde. Le grand jour est arrivé. Comment cela se passe-t-il? Alors, au jour J, la baluchonneuse arrive et il y a 3 heures de jonction entre la baluchonneuse et l'aidant. On passe les dernières consignes, on répond aux questions, enfin voilà, on fait les choses tranquillement, on fait pas de hiatus brutal chez l'aidé, voilà, pour l'accompagner au mieux. Au bout de 3 heures, l'aidant est parti. Et la baluchonneuse commence à rentrer en remplaçant. Cela représente un coût financier, je suppose. L'aidant participe je sais pas lequel veut payer, mais mais il participe à hauteur de 50 € par 24 heures. Il nous a semblé important de laisser un reste à charge, sachant que ce reste à charge donne droit à du crédit d'impôt. Il nous a semblé que 50 € c'était raisonnable. Parce que il y a aussi une sanction pour les gens de s'impliquer quand même. Donc après là, c'est pour ça qu'on se fait connaître déjà pour que l'expérimentation vive, d'une part. Et puis après, pour nous, notre projet à nous serait de évidemment permettre cette expérimentation de perdurer,
d'apporter ce service de manière pérenne, toujours porté par Génération à domicile. Et donc, on va être à la recherche de financement pour les années à venir. Qui sont les baluchonneuses ou les baluchonneurs à Génération à domicile? Alors, sachant que nous, on a fait le pari de mettre en baluchonnage des professionnels. Donc, ce sont des professionnels qui sont issus des structures qui nous proposent dans l'immédiat, qui ont été formés. On a une infirmière, une aide-soignante et 2 auxiliaires de vie. Voilà, donc on envoie quand même du personnel formé, qui connaît les problèmes liés à la dépendance, les problèmes liés aux pertes cognitives, aux maladies Alzheimer et apparentés, voilà. Voilà. Et tout le long du baluchonnage, la baluchonneuse est accompagnée par la coordinatrice qui, tous les jours, s'assure que ça se déroule correctement et qu'il n'y a pas de problème. C'est déjà un grand pas que l'aidant se soit autorisé à se séparer de son proche. Alors, que mettez-vous en place pour qu'il sache ce qui s'est passé pendant son absence? Tout au cours du baluchonnage, la baluchonneuse rédige ce qu'on appelle un petit journal d'accompagnement. Mais elle raconte à l'aidant comment ça s'est passé la journée, qu'est-ce qu'on a fait, qu'elle a pu voir du comportement de l'aidé, des difficultés ou pas. Voilà. À la fin du baluchonnage, ce document est remis à l'aidant dans les 15 jours avec, si c'est nécessaire, la baluchonneuse peut faire des préconisations. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on est pris dans la routine et on voit pas des choses qui bloquent, avec des petites solutions toutes bêtes, des fois à mettre en place et qui permettent vraiment d'aider le quotidien. Pour conclure, Annie, quels seraient vos souhaits ou vos espoirs pour l'avenir? Mais nous, on espère, que ça va vraiment démarrer, qu'on va pouvoir aller au bout de cette expérimentation et puis surtout qu'on va pouvoir la pérenniser, trouver des financements ad hoc de façon à pouvoir apporter cette solution aux familles. Voilà. Parce que ce chiffre que je vous donnais, mes deux, passé 60 ans, 1 sur 3 qui décède avant l'aider, ça montre bien la difficulté de ce rôle d'aidant. Sacré challenge, n'est-ce pas, ce beau projet de baluchonnage? Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter Annie Faderne au 06 35 53 83 60. De toute façon, nous laissons toutes les informations complémentaires sur la description du podcast. Si vous aussi vous avez envie de transmettre un projet, faire connaître une activité, une innovation, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail ou par notre page Facebook. Nous viendrons vous interviewer avec grand intérêt. Et pour tous les partageurs qui nous écoutent, vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast du Bartage sur la plupart des plateformes d'écoute. Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast. Vous connaissez des personnes pour qui l'écoute du podcast serait drôlement bénéfique? Alors conseillez-leur de l'écouter. On vous retrouve le mois prochain et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.